ou la responsabilité donc, des pouvoirs publics, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre acteur non moins important, qui est le mouvement associatif, voilà, qui peut y contribuer. Deuxième question sur le développement durable que tu as abordé en introduction, Ali, puisque l'Algérie a émargé, a signé les accords, l'accord climat donc de la COP21 et publie régulièrement donc, un rapport national volontaire. On n'a eu que 2 rapports. Quid du rapport de 2021 que la SEN donc, attend pour connaître les résultats atteints dans l'ensemble des ODD. Est-ce que vous avez été destinataire? Est-ce que vous êtes informé de la suite réservée à ce rapport? Voilà. Autre question sur le programme de l'ONUDI qu'a cité donc, Mme Pacheco. J'ai été heureux d'apprendre qu'il y a dans une des composantes, 3 ou 4, je crois, des actions qui vont être consacrées à la RSE. Or, il se trouve qu'en matière de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, il y a eu déjà 2 programmes que Ali Harbi connaît bien, le programme RS-MENA 2012-2014 et le programme aussi avec l'Union européenne 2014-2016 et le programme P3A. Est-ce que c'est un nouveau programme qui va accompagner d'autres entreprises volontaires ou bien il va venir en renforcer ces premières expériences-là avec les acquis, les résultats et les résultats atteints. Voilà. Et dernière question pour terminer. Ah bon? Ben, c'est les maths modernes, hein, c'est les maths modernes. Donc, c'est pour Mme Besma Belbedjaoui que je félicite toujours pour son engagement et son militantisme et son plaidoyer. Juste pour lui demander, par rapport à la problématique donc, du recyclage des déchets. D'après les responsables de l'AND, il y a à peine 10% des déchets qui sont recyclés en Algérie. Quels sont les obstacles qui empêchent l'élargissement de ce spectre? Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Wardia Ousmer, communicante. Ma question est justement un petit peu une question de clôture. On parlait de beaucoup de prise de conscience collective. On sait à quel point elle est essentielle dans divers secteurs, surtout en Algérie où on manque cruellement de sensibilisation. Comment doit-on l'enclencher concrètement auprès notamment d'entreprises qui ne voient finalement que des coûts supplémentaires sans se rendre compte que l'économie verte peut être un vrai levier de performance et en faisant peut-être référence à vos expériences, à vos regards d'experts, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait constituer véritablement une plaque tournante pour se mettre véritablement en route vers cette économie verte, surtout dans un pays comme le nôtre, qui a du mal à mettre en place de simples principes de RSE, j'ai envie de dire. Voilà, merci à vous. Long parce que je voulais rajouter ou dans le livre blanc ou dans le programme EcoVertech, étant assez optimiste quand même sur ce qui se passe, il y a un mouvement de fond, il y a des tas de PME, TPE qui s'installent dans le recyclage. Moi, je l'ai vu en coachant quelques entreprises qui s'installent. Je pense que de répertorier, de favoriser une plateforme d'échange sur l'ensemble des entreprises qui recyclent et qui apportent et qui font de l'upcycling aussi, ça serait, à mon avis, intéressant de mettre ça quelque part, soit dans le livre blanc, soit dans un programme EcoVertech, de dynamiser. Parce qu'en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai du mal à trouver des recycleurs, en fait. On n'arrive pas à trouver et de s'assurer que le produit est bien recyclé et pas simplement remis en décharge finalement. Hein. Voilà, donc merci Tessou. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Madame Zoubida Assoul, avocate et présidente d'un parti politique, un jeune parti politique, l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Tout d'abord, merci pour cette matinée, merci à CARE. Je voudrais commencer par féliciter
ma consoeur Hind Belmiloud d'être élue à la tête de CARE. J'espère qu'elle va continuer dans la même lancée et même améliorer l'apport de CARE dans la réflexion d'abord sur l'entreprise, mais aussi globalement sur l'économie en Algérie. Merci pour tous les experts qui nous ont éclairés sur beaucoup de questions. Effectivement, l'économie verte, c'est, à mon avis, d'après ce que j'ai entendu, n'est pas l'affaire ni uniquement du gouvernement, ni uniquement des experts, ni uniquement d'un ministère quelconque, mais c'est l'affaire d'une société, c'est l'affaire de tout le monde. Et à partir de là, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'expérience de Madame El Bdjaoui, qui nous a parlé du recyclage, des difficultés. Et à ce titre-là, j'aimerais poser la question à tout le monde, et à M. Harbi en particulier, qui suit un peu le cadre juridique, qui exprime en fait la volonté politique dans le pays. Est-ce que le cadre juridique et réglementaire dans notre pays va dans le sens de l'économie verte? Est-ce que aussi la société civile, les entreprises, les experts de tous bords sont impliqués dans cette réflexion pour que l'économie verte ne soit plus un slogan, mais une réalité sur le terrain? Merci. Allouer un petit temps à chaque panéliste de pouvoir répondre sur les questions qui l'ont interpellé. Et on va ensuite faire un petit mot de clôture. J'en profiterai pour répondre à votre question avant de passer la parole à Mme Belmiloud et à Sophie Aubert pour clôturer l'événement. Donc, sur les questions, il y avait l'action de Yassine, il y avait Madame. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent... Voilà. Bien. Sur la question très controversée de ce qu'on appelle l'agriculture biologique ou bien la nouvelle agriculture, c'est vrai. Ces derniers temps, on voit un effort considérable de la part des pouvoirs publics pour essayer d'aller vers, pour installer peut-être une démarche d'économie verte en faisant la promotion de certains produits verts, notamment ce qu'on appelle les produits biologiques, les produits bio. C'est vrai qu'il y a une direction qui a été installée au niveau du ministère de l'Agriculture. À la tête, une chercheure qui a fait beaucoup de travail dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il y a une forte mobilisation institutionnelle. Il y a même des programmes, comme le programme PASSA, comme d'autres programmes, etc., qui font de la formation, de la sensibilisation au niveau de, par exemple, pour l'huile d'olive au niveau de la région de la Soumam, pour les dattes à Biskra, pour la pomme de terre à El Oued, etc., etc. Mais toute cette dynamique-là, c'est une dynamique, encore une fois, une dynamique qui va du haut vers le bas. C'est-à-dire ce sont des administrateurs, parfois des experts, des gens qui ont de bonnes intentions, les juristes aussi qui rédigent les programmes, etc., sont de bonne foi, mais ce genre d'action sur le terrain, au niveau méso et surtout au niveau micro, rencontre énormément de difficultés. Pas uniquement pour la question de l'agriculture biologique, mais pour les produits de label, pour toute cette nouvelle tendance pour essayer de promouvoir une démarche pour aller vers l'économie verte ou l'économie circulaire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, au niveau micro, au niveau du producteur, du transformateur, du distributeur, du commerçant, au niveau un peu plus haut, méso, il y a d'abord un problème strictement lié au mode de fonctionnement de l'entreprise, la question du coût, la question du temps, la question des possibilités de mettre en place des modèles d'affaires, et aussi des problèmes strictement liés au champ agroalimentaire, qui est lié au climat, qui est lié à la mauvaise conservation des produits, etc., qui fait que les acteurs de base
ce qu'on appelle les acteurs qui sont dans les différents segments des filières, depuis le producteur jusqu'au commerçant, sont des acteurs très individualisés qui fonctionnent dans des segments très étroits et qui ont du mal à s'organiser. Or, dans ce domaine-là, pour pouvoir aller vers une nouvelle démarche, il faut qu'il y ait une organisation. Et dans le jargon du secteur agroalimentaire, agricole et agroalimentaire, on appelle ça les organisations professionnelles agricoles. Or, dans nos pays, pas uniquement en Algérie, cette tendance-là, elle est extrêmement bridée et extrêmement difficile à mettre en place. Et donc, quand ça vient d'en haut, c'est gentil, c'est bien, on fait des formations, il y a des programmes financés par l'Union européenne, c'est formidable, etc. On mobilise tout le monde, il y a des voyages d'études à l'étranger, etc., y compris les producteurs. Mais quelques mois après, etc., quand on retourne sur le terrain, il y a les acteurs ne sont pas organisés, ne demandent rien, ils n'ont rien demandé. Par exemple, la question des labels. On a labellisé en Algérie, dans les produits agricoles, presque une dizaine de produits. Le glythnor, etc., l'huile d'olive, etc. Mais souvent, les gens n'ont rien demandé. Parce que quand on va vers la labellisation, vers le bio, il y a tout un effort, tout un travail, des dépenses d'argent, etc. Donc les entrepreneurs ne sont pas intéressés. Et de toutes les façons, sur le plan du marché, leurs produits non labellisés classiques se vendent très bien. Ils ont des marges. Donc ce n'est pas la peine, tous les programmes qui viennent d'en haut, même les gros programmes financés par des institutions internationales, c'est gentil, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, agriculture biologique, c'est bien d'avoir une direction, mais si ça ne vient pas d'en bas, si les gens ne sont pas intéressés, on continue à faire un travail classique et on va vers une agriculture et une économie non durable, une économie où le rapport prélèvement, je reviens, prélèvement sur restitution, il est désorganisé. On va prélever beaucoup sur la nature et on va restituer très peu et on va aller vers la non-durabilité. Merci. Un petit mot, madame ? Non, c'est juste pour répondre aux questions posées. Pourquoi 10% de recyclage uniquement ? Donc 10% de recyclage selon l'Agence nationale des déchets. Pourquoi ? Parce que tout simplement, plus de 80% de ces 10%, c'est des privés. Donc il faut savoir que c'est un secteur informel à 80%. Donc, qui fait que c'est les petits recycleurs et c'est les privés qui collectent la plus grande quantité de déchets. Reste 4 ou 5% sont prélevés des centres d'enfouissement technique. Il faut savoir que dans un centre d'enfouissement technique, il faut voir la qualité du produit collecté, du déchet collecté, qui est très, très, très médiocre. Donc, elle est très souillée, on n'arrive pas à la récupérer. Donc, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on veut faire une politique de recyclage, on doit faire une séparation en amont, un tri sélectif en amont sur 2 parties, comme on l'a proposé dans notre livre, puisque je suis aussi présidente d'une fondation qui s'appelle la Fondation Synergia. Je suis également dans la société civile. Donc, à 2 fractions, l'organique et le solide. Donc, l'organique est prélevé le soir et le solide est prélevé le matin. L'organique va soit au centre de compostage ou dans les centres de méthanisation. Le solide va vers les recycleries. Pour répondre à monsieur qui parle qu'il n'existe pas peut-être peu de plateformes de collecteurs-recycleurs, je vous informe qu'il y a une page Facebook qui comporte 14 000
oui, 14 000 créés en 2011 par moi-même, donc qui s'appelle l'Union nationale des collecteurs et recycleurs algériens. Donc vous pouvez trouver tout type d'entreprise. Pourquoi on l'a fait comme ça, dans aussi, disons, l'informel? Parce que les collecteurs et recycleurs changent énormément de créneaux. Donc, il peut travailler dans la collecte pendant une année et basculer vers autre. Donc, il y a cette plateforme. Il y a aussi la plateforme de l'Agence nationale des déchets, qui est une banque de données. Pour parler, dernière réponse à la dernière question, qui est le cadre réglementaire. Et comment convaincre les entreprises à aller au vert. Vous savez que depuis très longtemps, l'Algérie est signataire de toutes les conventions internationales sur l'environnement. Donc, question macro, on est très bon. Donc, reste à l'intérieur, c'est-à-dire les lois internes de l'Algérie. Alors, on a créé pas mal de lois cadres dans les années 2000, qui étaient à l'époque bonnes pour le marché des années 2000, actuellement, elles sont pratiquement, je peux dire, des lois obsolètes ou des lois qui freinent beaucoup plus l'industrie et l'économie par conséquence que des lois qui favorisent l'économie. Donc généralement, et ça c'est des paroles d'industriels qui me l'ont répété, moi-même j'avais une grande unité industrielle, Madame, l'environnement, on a toujours peur de l'environnement parce que quand les agents de l'environnement passent, on a peur qu'on arrête notre travail. Pourquoi? Parce que la loi est là, en fait, pas pour faciliter, mais plutôt pour freiner. Et aussi, malheureusement, il y a pas mal de lois qui se chevauchent, il y a des lois qui s'auto-annulent, il y a des lois qui ne sont pas comprises du tout par l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudra revoir notre réglementation en faveur de l'économie, parce que l'environnement ne peut pas être un frein, mais plutôt basculer vers une économie circulaire. Il faut savoir qu'un exemple simple d'une entreprise Michelin qui a fait le choix d'aller d'une économie linéaire vers une économie circulaire, c'est qu'elle a augmenté son chiffre d'affaires de 5%. Donc, il faut aussi, et la loi doit suivre, et quand la loi est là, la société civile va savoir quoi faire pour booster cette loi et pour promouvoir cette loi et cette réglementation. Et ensuite, il y aura une communication continue pour faire comprendre à l'entreprise que vous allez gagner de l'argent, vous allez être respectueux à l'environnement et que vous allez être sociétalement respectable. Donc, c'est très dimensionnel, c'est la société, l'économie et l'environnement. Parler uniquement d'environnement, on n'est plus là. Voilà. Merci. Votre réponse sur les intervenants